Bienvenue à notre webinaire Comprendre les meltdowns et les shutdowns chez les enfants neurodivergents. Moi, je m'appelle Sylvie Caron et je vais être votre hôtesse pour ce soir. Ce soir, notre objectif est de revoir les stratégies et préventions durant des situations peut-être plus intenses, on peut dire guillemets, des situations de crise. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous Marie-Pierre Leroux pour nous aider à comprendre le sujet à profondeur. J'ai pris connaissance de sa présentation, puis j'étais bien impressionnée de ses stratégies puis les conseils qu'elle va vous donner. Avant de commencer notre présentation, j'aimerais prendre un moment pour vous rappeler à tout le monde l'existence de notre réseau et de nos programmes à venir. La Fondation du Nouveau-Brunswick de l'adoption est un organisme à but non lucratif qui vise à promouvoir et à défendre les intérêts des enfants pris en charge de façon permanente dans la province. Notre vision est que chaque enfant ou jeune pris en charge de façon permanente par la province trouve une famille permanente. J'aimerais prendre une petite minute aussi pour vous partager qu'on a des groupes de support actifs à tous les mois. On a un qu'on appelle Plus fort ensemble. Le prochain est le 27 mai à 8 heures. Puis, c'est ça, ce serait intéressant de voir là, puis de voir si jamais que vous aviez des besoins particuliers, de les partager, puis on pourrait les emporter au groupe de support. Fait qu'à chaque mois, il y a un groupe de support. Euh, Après ça, on a un autre qu'on appelle Riding the Wave. En français, on dirait traverser la traverse de l'adolescence. Celle-là, elle est bilingue. Elle aussi est à 8 heures, puis c'est une fois par mois. La prochaine pour celle-là est le 20 mai. Puis si on regarde sur notre site Facebook, où souvent on va vous envoyer des rappels de ces groupes de support-là. Mais le groupe de support est fortement encouragé parce que des fois, c'est pour partager qu'est-ce qui va pas, mais qu'est-ce qui va aussi. Puis c'est de pouvoir connecter avec des gens qui vivent la même situation que nous autres, fait qu'on se sent pas seul. Il y a vraiment un aspect vraiment positif. Euh, Aussi, on a, ça c'est au mois de mai, ça va être en anglais, ceux-là qui sont bilingues, c'est un webinaire. Il est fait en deux parties. La première partie se fait le 7 mai, puis le titre, c'est Eye of the Storm. Un peu l'information qu'on retrouve là-dedans, c'est comme la prévention, comment qu'on peut réagir, puis comment réparer des fois la situation de comment est-ce que l'enfant se sent ou même comme nous autres, comme adultes, c'est ça. Puis cela est fait en deux parties. La deuxième partie, elle est, excusez-moi, le 28 mai. Fait qu'on a un le 7, la deuxième partie est le 28 mai. Celle-là est anglophone, mais ceux-là qui sont bilingues sont vraiment bienvenus. Quelques conseils pour mieux profiter de la présentation. Je vais vous inviter à passer en mode peut-être Speak View afin de pouvoir vous concentrer plus sur la conférence. Nous encourageons les échanges, un peu qu'est-ce qu'on verra pour ce webinaire ESIT. Si vous aviez des questions, euh, vous pouvez soit les prendre en note, puis on va avoir une période de questions de 30 minutes à la fin. Euh, on peut aussi les écrire dans le chat. Si vous avez peur d'oublier, puis vous n'avez pas de quoi pour le prendre en note, il y a pas de quoi. Ou si vous êtes moins à l'aise de parler en direct, vous faites l'écrire dans le chat, puis on va les repasser. On se garde tout le temps un 30 minutes là, pour la période de questions. On va vous demander de garder sur mute durant la présentation. Puis, si vous voulez, c'est apprécié que si vous rouvrez vos caméras, qu'on peut voir. Ça reste à votre discrétion, mais c'est ça. C'est qu'on peut ouvrir les caméras, mais se garder en mute. Euh, Fait que là, il est maintenant le temps de commencer notre conférence ce soir. Encore une autre fois, je vous présente Marie-Pierre. Marie-Pierre.
Je te cède la parole. Merci. Donc, merci à tout le monde d'être présent et présente ce soir. Je sais qu'il est un peu tard, mais j'apprécie la présence de tout le monde. Donc, je m'appelle Marie-Pierre Leroux, je suis travailleuse sociale, mais je suis aussi une personne autiste. Donc, mon regard aujourd'hui est à la fois professionnel, mais aussi ancré dans mon vécu. Donc, aujourd'hui, on va parler des meltdowns et des shutdowns chez les enfants neurodivergents, aussi compris chez les enfants autistes ou ADHD ou ADD ou quoi que ce soit. Donc, on va essayer de les comprendre autrement, mais pas on va essayer de comprendre les meltdowns et les shutdowns, pas comme des comportements problématiques, mais comme des réponses du système nerveux. Je vais vous proposer une approche neuroaffirmative, également une approche sensible au traumatisme. Donc, on va voir un peu c'est quoi la différence entre les deux plus tard. Donc, mon objectif n'est pas seulement de vous donner de l'information, mais de transformer votre regard. Ce sujet est important pour moi parce que j'ai moi-même vécu des moments de surcharge où mon comportement a été mal compris. Donc, si vous repartez avec un regard un peu différent sur ce qu'est un meltdown et un shutdown, c'est déjà là pour moi énorme. Moi, je suis située dans la ville de Moncton. Donc, on est situé sur les terres non cédées des Mi'kmaq. Et cette région est couverte par des traités de paix et d'amitié signés avec la couronne britannique. Et ces ententes ne prévoyaient pas la cession d'État, mais reconnaissaient le titre des peuples autochtones, dont Wolastoqey, les Mi'kmaq, puis Besga-Dumogadi. Donc, je suis désolée si j'ai mal prononcé le mot. Donc, présentatrice. Donc, avant de commencer, j'aimerais me présenter brièvement. Donc, je m'appelle Marie-Pierre Leroux, je suis travailleuse sociale, j'ai une maîtrise en gérontologie. Je travaille auprès de personnes autistes, principalement en contexte d'accompagnement et de soutien. Mais j'ai aussi eu l'occasion de faire des formations de socialisation auprès des professionnels, des premiers répondants et de la communauté en général. Mais mon parcours va au-delà de mon professionnel. Je suis aussi moi-même personne autiste. Ça influence profondément ma façon de comprendre les enjeux. Ça veut aussi dire que mon regard aujourd'hui est à la fois clinique, mais aussi dans une expérience ancrée et vécue. Donc, je ne parle pas seulement de concepts, mais je parle aussi de réalités que je connais moi-même de l'intérieur. Donc, aujourd'hui, mon objectif n'est pas seulement de vous expliquer, mais c'est de proposer une autre façon de voir. Donc, pour la mise en contexte, avant d'entrer dans les définitions, j'aimerais prendre un moment pour cadrer notre discussion. Donc, d'abord, l'approche neuroaffirmative, ça signifie qu'on reconnaît que la neurodivergence n'est pas quelque chose à corriger, mais simplement une façon différente de fonctionner. Donc, on ne cherche pas à normaliser l'enfant, mais on cherche à mieux comprendre ses besoins. Donc, concrètement, pour vous, sur le terrain, ça veut dire que ce n'est pas à l'enfant de s'ajuster, mais de notre façon d'intervenir et l'environnement autour de lui qui est à s'ajuster. Par la suite, l'approche sensible au traumatisme, plusieurs enfants qui sont dans le système ou qui ont été adoptés ou qui vont être adoptés ont vécu des expériences de stress, d'instabilité et de perte. Leur système nerveux peut être plus réactif et plus vigilant. Donc, ça influence directement la façon dont ils vivent les surcharges. Ça veut aussi dire que certaines réactions peuvent sembler exagérées pour nous, mais en réalité, ça va avec ce que leurs corps ont appris. Et finalement, un principe central que je vous invite à garder en tête pendant tout le long de cette présentation, c'est que toute forme de comportement est une forme de communication. Donc, quand un enfant vit un meltdown ou un shutdown, il communique quelque chose avec nous, même si ce n'est pas avec les mots. Je veux préciser que dans une approche affirmative, on reconnaît que plusieurs comportements qu'on perçoit comme atypiques ou dérangeants ont en réalité une fonction. Par exemple, éviter le regard, avoir besoin de bouger ou réagir fortement à certains stimuli ne sont pas des problèmes en soi. Ce sont souvent des adaptations à un environnement qui est pas toujours ajusté aux besoins de l'enfant. Et souvent, ces comportements apparaissent précisément parce que l'enfant essaie déjà de s'adapter avec les moyens qu'il a.
Donc, au lieu de se demander comment on fait pour que ce comportement arrête, on va plutôt se demander à quoi sert ce comportement pour cet enfant. Et c'est là que la question qui change complètement l'intervention. Dans une approche sensible au traumatisme, il y a aussi l'idée que le système nerveux apprend à partir des expériences passées. Donc, un enfant qui a vécu de l'imprévisibilité, des ruptures ou un manque de sécurité peut développer une sensibilité accrue au changement, à la perte de contrôle ou certaines interactions. Donc, parfois, la réaction qu'on observe aujourd'hui est liée à quelque chose qui dépasse la situation actuelle. Puis ça, et ça veut dire que l'intervention doit être pensée en termes de sécurité, pas seulement en gestion de comportement. Donc, pour une approche neuroaffirmative, cette approche part du principe que toutes les différences neurologiques, que ce soit l'autisme ou le ADHD ou le ADD, ne sont pas des déficits à corriger, mais des façons différentes de fonctionner. On ne cherche pas à rendre l'enfant plus normal, on cherche à mieux comprendre comment il fonctionne et à adapter notre environnement en conséquence. Et ça, c'est un renversement important. On passe d'une logique où l'enfant doit s'ajuster à une logique où l'environnement et l'intervention s'ajustent à l'enfant. Ça veut aussi dire qu'on reconnaît que plusieurs comportements ont une fonction. Même s'ils sont atypiques ou qu'ils ont l'air de déranger, ils ont du sens pour l'enfant. Et souvent, ces comportements apparaissent précisément parce que l'enfant essaie de se réguler dans un environnement qui dépasse ses capacités. Le comportement n'est pas le problème, c'est souvent la meilleure solution que l'enfant a trouvée dans ce moment-là. Ensuite, l'approche sensible au traumatisme. C'est une approche qui nous rappelle que le système nerveux est influencé par les expériences du passé. Un enfant qui a vécu de l'instabilité, de la perte ou de l'insécurité peut avoir un système nerveux plus réactif et plus vigilant. Donc, on pourrait même dire que on pourrait même dire que son système nerveux est entraîné à détecter le danger plus rapidement, même quand ce que nous, on n'en voit pas qu'il y en a du danger. Donc, certaines réactions qu'on observe aujourd'hui ne sont pas seulement liées à des situations actuelles, mais à ce que le corps nous a appris dans le passé. Donc, ça veut dire qu'on n'intervient pas seulement avec le ici et maintenant, on intervient aussi en tenant compte de ce qui a façonné la réponse. Donc, un élément central ici, c'est la notion de sécurité. Donc, le système nerveux est constamment en train d'évaluer est-ce que je suis en sécurité ou non. Et cette perception guide les réactions, pas la logique, pas les consignes, pas l'autorité, la sécurité. Ce qui semble dispo- disproportionné pour nous peut être complètement cohérent avec un système nerveux qui apprend à se protéger. Donc, un autre point important, c'est que de ces deux approches nous emmènent à changer la question qu'on se pose. On passe de qu'est-ce qui ne va pas avec cet enfant à de qu'est-ce que cet enfant a vécu? De quoi a-t-il besoin pour se sentir en sécurité? Et cela transforme profondément notre façon d'intervenir parce que notre lecture change, donc notre réponse change. Donc, au lieu de corriger, on accompagne. Au lieu de contrôler, on soutient. On ne peut pas comprendre le comportement sans comprendre le système nerveux et l'histoire derrière. Et sans cette compréhension, on risque d'intervenir au mauvais niveau. Et quand on change notre regard, on change l'expérience de l'enfant et on change la trajectoire de notre intervention. Peux-tu placer un mot ici, Marie-Pierre, juste avant Oui, qu'on vienne à ta réflexion? C'est qu'elle oui, t'apporte vraiment, vraiment des bons points là. Puis moi, comme que je vous expliquais tantôt, je suis famille d'accueil de 20 ans. Mon rôle principalement, c'est d'accompagner des enfants, on va dire des cas complexes. C'est des enfants qui ont fait plusieurs familles d'accueil, puis ils ont de la difficulté à fonctionner en société, puis ils se sentent mal acceptés. Fait que quand Marie-Pierre vient expliquer ces concepts et sites,
Moi, je peux vous dire par expérience, je dois avoir élevé à peu près, je vous dirais, une trentaine d'enfants euh, de 10 ans et plus, puis je les ai emmenés à la vie adulte. Fait que quand on parle comme les principales, le comportement de l'enfant, puis ça, j'ai souvent dit ça, puis quand je vais à l'école, rencontrer des professeurs pour les enfants, donc j'ai soin, le comportement, et Marie-Pierre, elle dit bien, là, une forme de communication pour l'enfant, puis moi, je vais l'exprimer aussi d'une façon que quand il y a un comportement X, c'est une émotion, un besoin qui n'est pas répondu, qui donne cette réaction ici. Fait qu'on voit des enfants beaucoup explosifs, si vous voulez. Un autre vraiment bon point, c'est que quand on comprend ce concept ici, puis qu'on apprend à l'appliquer nous autres mêmes, euh, euh, quand on s'apporte d'un moment, qu'on peut régulariser nos émotions nous autres mêmes, parce que quand la tournade ou le meltdown se passe, ça crée des émotions pour nous autres comme adultes. Mais quand on comprend ces concepts ici, on dirait qu'on le prend moins personnel, puis ça peut nous apporter des ouvertures, là. La surcharge émotive, ça fait que leur cerveau n'est pas assez développé non plus pour comprendre ce principe ici, qui est un autre bon point que Marie-Pierre apporte parce que ça donne des réactions. Des fois, on peut avoir un enfant de 6-7 ans, puis les enfants qu'on gère, qui ont une vulnérabilité, peut faire qu'ils ont peut-être émotivement 2-3 ans, tu sais, puis il faut comprendre ça. Ça fait que la surcharge, puis le développement neurologique est différent. Je te laisse continuer, Marie-Pierre. Est-ce que je voulais juste mettre une lumière là-dessus parce que je trouve C'est que bon. tu as vraiment des concepts importants. Donc, je vous invite à prendre un moment pour même quelques secondes juste pour réfléchir à cette question. Ça peut être de votre expérience personnelle ou même professionnelle, mais quel comportement chez un enfant neurodivergent est souvent mal interprété par les adultes? Puis même si vous voulez aller plus loin, qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez pensé sur le coup? Est-ce que vous avez pensé ce que ce comportement-là voulait dire? Parce que souvent, on attribue des intentions comme de la manipulation, de l'opposition ou un manque de volonté, alors que c'est pas ça qui se passe réellement. Quand ce qu'on interprète en termes d'intention, alors que ce qu'on observe est souvent une question de capacité. Cette réflexion est importante parce que notre interprétation influence directement notre réaction. Puis sur le terrain, cette réaction peut soit apaiser la situation ou l'escalader. Donc, deux adultes peuvent avoir le même comportement et réagir complètement différemment selon leur compréhension. Puis souvent, ce n'est pas un comportement qui est le problème, c'est l'interprétation qu'on en fait. Mm. Et souvent, c'est là que les malentendus commencent, parce que l'adulte pense répondre à une intention alors que l'enfant vit une surcharge. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on interprète le comportement à partir de nos propres références d'adultes neurotypiques. On s'attend à ce que l'enfant ait les mêmes capacités de régulation, de flexibilité ou de communication, alors que c'est pas le cas. On attend une compétence, ce qui n'est pas disponible dans le moment. Et cela, ça crée un décalage entre ce que l'on demande et ce que l'enfant peut réellement faire. Il y a aussi une tendance très humaine à vouloir donner du sens rapidement, surtout dans les contextes d'intervention où tout va vite. Donc, quand on comprend pas un comportement, on comble le vide avec des hypothèses. Il fait exprès, il teste les limites, il veut de l'attention. Parce que c'est plus rassurant de penser que c'est volontaire que de reconnaître qu'on ne comprend pas. Alors que très souvent, c'est pas intentionnel du tout. Donc, un autre point important, c'est que certains comportements nous activent émotionnellement comme adultes. Donc, par exemple, les cris, les refus, le fait de ne pas répondre, les comportements viennent toucher quelque chose en nous, le contrôle, l'autorité et le sentiment d'efficacité. Et quand on est activé nous-mêmes, on risque de l'interpréter négativement. C'est aussi d'agir plus vite, mais pas nécessairement de façon plus juste. Donc, cette réflexion, ce n'est pas seulement sur l'enfant, mais c'est sur nous aussi.
comment on l'interprète, ce que ça vient activer chez nous et comment cela influence notre intervention. Parce que notre état interne influence directement l'état de la situation. Je dirais aussi que dans beaucoup de situations, le problème n'est pas le comportement en soi, mais le décalage entre la compréhension et ce que l'enfant vit. Et plus grand le décalage est, le plus risque d'escalade augmente. Plus le risque d'escalade augmente. Puis c'est là que le changement de notre regard devient puissant. Parce que dès qu'on change notre interprétation, on change automatiquement notre réponse. Et souvent, on n'a pas besoin de plus de technique, on a besoin d'une meilleure lecture. On ne réagit pas au comportement lui-même, on réagit à ce qu'on pense que ça veut dire. Et ça, c'est un levier énorme en intervention. Et parfois, ce que nous pensons qu'ils veulent dire est complètement à côté de ce que l'enfant vit exactement. Donc, la première chose que j'aimerais dire pour les meltdowns, c'est que c'est pas une crise volontaire. C'est une réaction du système nerveux lorsqu'il y a trop de stimulation, que ce soit sensorielle, émotionnelle ou cognitive. On pourrait même dire que c'est un débordement neurologique, pas un comportement choisi. À ce moment-là, l'enfant dépasse sa capacité de régulation. Il ne choisit pas de crier, de fuir ou de pleurer. Il ne peut juste pas faire autrement. Donc, le plus qu'on insiste pour qu'il se contrôle, le plus qu'on ajoute à la surcharge. On peut parfois voir une perte de langage, une difficulté à communiquer. C'est parce que le cerveau est en mode de survie. Les mots deviennent inaccessibles, la compréhension diminue, le corps prend le relais. Et c'est vraiment important de comprendre que dans ces moments-là, l'enfant n'est pas accessible à des interventions comme raisonner, expliquer ou corriger. C'est pas qu'il veut pas écouter, c'est qu'il peut pas traiter l'information dans ce moment-là. À ce moment-là, le cerveau n'est plus dans les zones de réflexion, mais dans les zones de survie. C'est pour ça que parler, raisonner ou expliquer ne fonctionnera pas dans ces moments-là. Et même que des fois, ça peut empirer la situation en ajoutant du bruit, des demandes et de la pression. On peut aussi comprendre le meltdown comme une forme de réponse de survie, souvent associée au fight or flight. Donc, soit l'enfant va exploser, donc crier, lancer, frapper, soit il va fuir physiquement ou en se désorganisant. Et parfois, ça peut être alterné très rapidement entre les deux. Mais dans les deux cas, ce n'est pas de corriger contre quelqu'un, c'est une réaction. Ce n'est pas diriger contre quelqu'un, c'est une réaction automatique du corps. Ce n'est pas personnel, même si ça peut le sembler. Un élément très important pour l'intervention, c'est plus le meltdown est avancé, moins on a de levier. Ce qui veut dire que l'objectif n'est pas de gagner la situation, c'est de réduire l'intensité du système nerveux. Un autre élément important, c'est que lorsque le meltdown arrive, souvent après une période où un enfant a beaucoup retenu, certains de ces enfants vont tenir longtemps, donc à l'école, en public ou dans des environnements exigeants. Et le meltdown arrive souvent dans un espace perçu comme plus sécuritaire. C'est là où ce que le système nerveux va enfin se relâcher. Donc, ce n'est pas que l'enfant est pire à la maison, comme certaines personnes vont dire, c'est juste qu'il sent en sécurité ou il n'a plus besoin de se retenir. Et cela peut être confrontant pour les adultes, même si en réalité c'est un signe de confiance du système nerveux. Donc, il est aussi important de comprendre que pendant un meltdown, il peut y avoir une perte d'accès aux compétences acquises. Donc, un enfant qui parle habituellement ne peut être plus capable de parler. Un enfant qui comprend bien ne plus être capable de traiter l'information. Donc, ce n'est pas une régression, c'est temporaire. Les compétences sont toujours là, sont juste temporairement inaccessibles. Puis quelque chose que j'aimerais vraiment mentionner qui est vraiment important avec les meltdowns, c'est l'intention en arrière. Il y a beaucoup de parents qui viennent puis qui me disent que ah ben mon enfant a eu un tantrum. C'est pas un tantrum parce qu'un tantrum, il y a l'intention en arrière, je veux quelque chose.
je recherche quelque chose, je recherche à avoir quelque chose en dehors de ça. Comparé qu'un meltdown ou un shutdown, l'enfant ne recherche pas à recevoir quelque chose en échange. C'est comme un neurological storm. Alors que les shutdowns, c'est une autre forme de réponse à la surcharge. Donc, au lieu d'exploser vers l'extérieur, l'enfant va se replier vers l'intérieur. C'est un peu la même réaction que l'autre, mais c'est plus à l'intérieur que c'est moins comme une explosion. Donc, l'enfant peut devenir silencieux, figé, éviter le contact visuel ou ne plus être capable de répondre. Il peut sembler calme, il peut sembler absent, mais ce calme est trompeur. Souvent, c'est moins visible, donc c'est moins reconnu. On peut penser que l'enfant écoute, refuse ou n'écoute pas, alors qu'en réalité, il est en surcharge à un niveau très élevé. Donc, le shutdown est une stratégie de protection du système nerveux. Le système réduit les entrées, coupe les interactions, évite une surcharge encore plus grande. On pourrait même dire que c'est comme si que le système nerveux ferme ses portes pour survivre à l'intensité. C'est comme une réponse de type freeze. C'est souvent mal interprété parce que c'est vu de l'extérieur, ça peut ressembler à de l'opposition, du désintérêt ou un refus de collaborer, alors qu'en réalité, c'est une incapacité. Un point très important pour l'intervention, c'est plus on met de pression pour obtenir une réponse, plus on va prolonger le shutdown. Donc, forcer le contact, poser des questions, insister, ça demande des ressources que l'enfant n'a pas. Donc, un enfant en shutdown n'a pas besoin qu'on lui demande de revenir. Il a besoin on lui laisse de l'espace pour revenir. On peut aussi voir le shutdown comme une forme de conservation d'énergie. Le système nerveux réduit tout ce qui n'est pas essentiel. C'est une stratégie active, même si elle semble passive. Peux-tu rajouter de quoi sur le shutdown? Euh, je voulais te demander Oui, la question, Marie-Pierre. Le shutdown et tout, comme moi, qu'est-ce que j'ai vu avec mes enfants dans les moments de shutdown, puis c'est vrai qu'ils sont moins identifiables que le meltdown. Le meltdown, c'est la crise, c'est la catastrophe, c'est des cris, des hurles, tout passe. Tandis que le shutdown, j'ai déjà vu ça, que ça ressemble quasiment d'une psychose, là, où ce que l'enfant devient déconnecté avec la réalité, là. Tu sais, oui. il est plus dans le moment présent, là. On dirait son cerveau est tellement surchargé que le shutdown donne l'impression quasiment euh, comme si qu'il est en train de vivre une psychose, là. Bon, je ne veux pas dire que c'est une psychose, mais ça Non, mais ressemble à ça. Il est plus ça a l'air connecté. aussi comme d'une dissociation, comme ceux qui Hum, dissocient, là. Ça a l'air un hum. peu à ça aussi. OK. C'est ça, je voulais dire. Oui. Donc, cette slide est vraiment importante parce qu'elle nous ramène à changer de perspective. On parle beaucoup de comportement, mais beaucoup moins de l'expérience interne. Puis c'est cette expérience interne qui détermine tout le reste. Donc, un enfant en meltdown ou en shutdown ne vit pas seulement une émotion intense, il vit une perte de contrôle qui est parfois vraiment déstabilisante. Une impression que ça déborde ou que ça échappe. Ça peut être très insécurisant pour l'enfant lui-même. Ce n'est pas seulement difficile pour l'adulte à observer, mais imaginez comment ça peut être difficile de le vivre de l'intérieur. Il peut avoir de la confusion, ne pas comprendre ce qui se passe dans son propre corps, ne pas comprendre pourquoi il réagit comme ça. Parfois, l'enfant n'a même pas les mots pour décrire ce qu'il vit lui-même. Et parfois, il ne comprend même pas ce qu'il arrive. On pourrait dire que l'enfant vit quelque chose qu'il ne peut ni expliquer ni contrôler. Puis souvent, ça vient qu'un sentiment d'insécurité. Même si l'environnement nous semble sécuritaire, le système nerveux de l'enfant ne le perçoit pas nécessairement ainsi. Un autre élément important, c'est qu'il peut y avoir un mélange d'émotions difficiles à différencier, dont la peur, la frustration, la surcharge et la fatigue. Donc, dans cette slide, il faut nous rappeler que le comportement est visible, mais que l'expérience reste invisible. Puis souvent, on intervient sur ce qu'on voit sans comprendre ce qui est vécu.
Puis c'est là que ça fait un décalage entre notre intervention puis le besoin réel de notre enfant. Donc, changer de perspective, ça veut dire de passer à qu'est-ce que je vois à qu'est-ce que cet enfant est en train de vivre. Puis ce changement-là transforme complètement notre posture. Mm. Je peux donner un exemple là-dessus. Oui. Souvent, quand ils sont dans le meltdown, là, puis tout revole, puis ça peut être des mauvais mots ou des objets qui passent tout bas, tout côté, l'enfant est dans une période intense ici. Moi, j'ai vu souvent essayer, comme je pensais que l'enfant était fâché. Tu sais, j'interprète peut-être le comportement agressif comme un comportement que l'enfant était fâché. Après, quand on revient sur la situation, après que l'enfant est calme, tout le monde est calme, des fois ça peut prendre 1 heure, des fois ça peut prendre une journée ou deux. Mais quand la situation est calme, puis je jasais avec les enfants ici, ça me flagrait comment est-ce que c'était la... Non, ils avaient peur, ils se sentaient tout seuls. Puis je suis comme, ah, t'avais peur? Tu sais, puis quand je regardais, j'essayais de lire le comportement, moi, il était fâché, il avait pas peur, là, Mhm. mais c'était la peur qui déclenchait un comportement qui pouvait être jugé comme un comportement agressif. Je vais juste donner un exemple là-dessus. Merci, Marie-Pierre, je te laisse Oui. continuer. Donc, si vous retenez une seule chose aujourd'hui, c'est ceci. Les meltdowns, les shutdowns sont des réponses du système nerveux. Ce n'est pas des choix, ce n'est pas des comportements volontaires. Parce que si on pense que l'enfant choisit, on va intervenir avec des stratégies comme la discipline ou des conséquences. Mais si on apprend que c'est neurologique, on va plutôt chercher à soutenir, apaiser et à sécuriser. Si c'était le choix de l'enfant, l'enfant arrêterait parce que ces moments-là sont souvent désagréables à vivre. Après le meltdown ou un shutdown, il y a souvent de la fatigue, de la honte et de la confusion. Oui, oui. Quand on pense que c'est volontaire, on se pense dans une logique de contrôle. Ça change aussi la relation avec l'enfant parce que si l'enfant ressent qu'on pense qu'il fait exprès, ça va créer de l'incompréhension, de la frustration, puis même une rupture de lien. Un autre point important, c'est que dans ces moments-là, ne sont pas seulement difficiles pour l'adulte, mais sont difficiles pour l'enfant aussi. Parce que ça paraît pas toujours, mais suite à un meltdown ou un shutdown, il y a de la fatigue intense, une baisse d'énergie, de la confusion et parfois même un sentiment de honte. Et c'est pour ça la manière dont on intervient après est aussi importante que pendant. Parce que c'est un moment où l'enfant est vulnérable. Alors, comprendre que ce n'est pas volontaire ne veut pas dire qu'on ne met pas de code. Ça veut juste dire qu'on adapte le code à la capacité réelle de l'enfant. Donc, comme j'ai mentionné un peu plus tôt, c'est une confusion qui est vraiment fréquente. Mais le tantrum est lié à un objectif, obtenir quelque chose, éviter une consigne, attirer de l'attention. Le meltdown, lui, il n'y a pas d'objectif. Il est causé par une surcharge. Et surtout, il ne s'arrête pas simplement parce qu'on l'ignore ou qu'on impose une conséquence. Punir un meltdown ou un shutdown ne fonctionne pas. Ce qui aide, c'est la régulation et le soutien. Quand on traite un meltdown comme une crise, on risque d'augmenter la détresse plutôt que de la diminuer. Puis cela peut briser le lien de confiance qu'on a avec l'enfant. Par exemple, pendant une crise, l'enfant garde généralement une certaine capacité de régulation. Donc, il peut ajuster son comportement selon la réaction de l'adulte, alors que pendant un meltdown, cette capacité est dépassée. Donc, l'enfant ne peut pas s'ajuster même s'il le voudrait. On peut observer euh, les mêmes genres de comportements que dans un meltdown, mais c'est vraiment l'intention en arrière qui fait la différence. Donc, un enfant peut vivre les deux, mais à différents moments. Et parfois, une crise peut même évoluer vers un meltdown. Fait que ça dépend de l'enfant. Fait que c'est vraiment d'apprendre à connaître l'enfant, puis de travailler avec lui, puis de reconnaître ses signes de surcharge, puis de reconnaître quand l'enfant est en meltdown ou quand l'enfant est en tantrum.
Donc ici, je veux vous proposer une façon simple de comprendre ce qui se passe avant un meltdown ou un shutdown. Souvent, on voit seulement l'étape 3 qui est le comportement. Par exemple, quand l'enfant crie, pleure ou se sauve ou se ferme complètement. Mais en réalité, il y a un processus avant tout ça. D'abord, il y a quelque chose que l'enfant dit. Ça peut être un bruit, un changement imprévu, une transition difficile, une demande trop élevée ou même quelque chose de très subtil pour nous. Mais ensuite, ça produit quelque chose dans son corps. C'est vraiment important de comprendre ce qui se passe au niveau du système nerveux. Ce n'est pas seulement émotionnel au sens psychologique, c'est aussi une réaction physiologique. L'enfant peut vivre une surcharge émotionnelle, sensorielle ou cognitive et son système devient de plus en plus activé. C'est là où ça mène à ce qu'on observe le meltdown ou le shutdown. Donc, le comportement n'est pas le problème. Le comportement est le résultat final d'un processus. Au point ici, rendu à ce point ici, tout ce qui se passe très rapidement. Les émotions et les réactions du système nerveux sont rapides, beaucoup plus rapides que notre capacité à raisonner ou à intervenir. C'est pour ça que les comportements comme pleurer, crier, se retirer ne sont pas des choix. Ce sont des réponses automatiques du corps. Puis ça nous emmène encore une fois à changer de regard. Donc, au lieu de se demander comment faire pour arrêter le comportement, on commence à se demander qu'est-ce qui a mené à ce comportement. Par exemple, un son, une texture ou une transition peut avoir un impact énorme. Un autre élément ici, c'est que le processus est souvent invisible pour nous, les adultes. On voit que le début et la fin, mais tout ce qui se passe dans le corps de l'enfant entre les deux nous échappe souvent. Donc, la question clé ici, c'est qu'est-ce que le système nerveux de cet enfant essaie de me dire? Parce que dans cette réalité, on n'a pas toujours le temps d'analyser en détail, surtout quand c'est un contexte d'intervention rapide où tout se passe vite, la pression d'agir est élevée. Donc, c'est une bonne question qui peut nous guider rapidement dans notre intervention. C'est une question simple, mais ça nous oriente tout de suite. Cette question permet de passer à une logique de contrôle, à une logique de compréhension en quelques secondes. Elle nous aide à ralentir aussi. Parce que c'est le premier réflexe est souvent de corriger, de faire cesser, de reprendre le contrôle ou de ramener à la norme. Mais si on prend une seconde pour se poser cette question, on change complètement notre posture. Donc, après un meltdown ou un shutdown, on parle souvent de quoi faire pendant, mais moins souvent quoi faire après. Pourtant, l'après est aussi important que le pendant. C'est souvent là que joue la Mm. récupération ou la rechute. Après un meltdown ou un shutdown, le système nerveux est fragile. Même si le comportement s'arrête, la récupération n'est pas terminée. Le calme visible ne veut pas dire une régulation complète. Donc, on pourrait dire que le système nerveux est revenu en surface, mais il reste sensible. Donc, de remettre des demandes trop rapidement peut relancer la surcharge, même des demandes simples, même avec des bonnes intentions. C'est souvent là qu'on voit des signes comme le calme, demande, nouvelle réaction. Ce n'est pas parce que l'enfant refuse, mais parce que son système n'est pas prêt. L'enfant, dans ce temps-là, va être vraiment vulnérable. Donc, c'est vraiment d'être là pour l'enfant, puis de reconnaître que on ne reconstruit pas après une tempête pendant que le vent souffle encore. Puis j'ai trouvé que c'était une Wow. vraiment belle situation. Citation. Oui. Donc, c'est vraiment d'être là pour l'enfant, puis de donner tout ton soutien, tout ton amour que tu peux avoir pour ton enfant, pour l'enfant. Parce que c'est pendant ce temps-là, comme que j'ai mentionné, que l'enfant va avoir honte. L'enfant ne sait pas ce qui vient d'arriver. L'enfant est submergé. Donc, c'est pas le temps de faire des demandes puis de dire, OK, t'es correct, maintenant, on va faire ta chambre. Ça fonctionne pas comme ça. C'est beaucoup plus difficile que ça. Donc, c'est vraiment de laisser du moment de calme à l'enfant, de lui laisser du repos, de lui laisser du support, puis de toujours être là pour l'enfant, no matter what.
Donc, il y a la théorie du saut que je crois que tout le monde connaît quand même assez bien, mais je vais quand même l'expliquer. Donc, j'aime beaucoup utiliser l'image du saut parce que chaque petit stress de la journée va remplir le seau, que ce soit une frustration, une transition, un bruit. Puis à un moment donné, le seau va déborder. C'est comme ça que ça fonctionne avec un meltdown puis un shutdown. Donc, au lieu de se demander pourquoi maintenant, on peut se demander qu'est-ce qui s'est passé avant. Un élément clé avec cette image du seau, c'est que le stress n'a pas la même intensité, mais ils s'additionnent tous quand même. Donc, même si c'est des choses qui semblent petites, ça peut contribuer de façon significative à la surcharge. Donc, avec le temps, on peut commencer à repérer les moments les plus à risque, les types de situations les plus exigeantes, les accumulations typiques. On peut commencer à connaître ce qui remplit le seau puis ce qui le vide. Si on pense à la fenêtre de tolérance, cette notion nous aide à comprendre pourquoi certaines interventions fonctionnent et d'autres non. Donc, parce que l'efficacité d'une intervention ne dépend pas seulement de la stratégie, mais de l'état du système nerveux au moment où on l'utilise. Quand l'enfant est dans sa fenêtre de tolérance, il a accès à ses capacités. Il peut réfléchir, comprendre, communiquer, s'adapter et apprendre. Dans cette zone, les interventions éducatives vont fonctionner. Mais hors de cette zone, les capacités ne sont plus disponibles. Puis ça, c'est un point clé. On se demande souvent des compétences ou dans des moments où elles ne sont pas accessibles. Donc, en surcharge, donc en plus haut, où c'est écrit meltdown, c'est de l'agitation, de l'impulsivité, une explosion. Alors que si on va dans le plus bas, c'est le silence, le figement et le shutdown. Mais dans ces deux états, le cerveau n'est plus en mode d'apprentissage, il est en mode de survie. Donc, c'est là que nos attentes doivent s'ajuster à l'état du système nerveux. Pas à l'âge, pas aux capacités générales, mais à la capacité disponible dans le moment précis. Donc, pour ce qu'on appelle travailler à l'intérieur de la fenêtre, pas contre elle. Donc, notre objectif devient d'aider l'enfant à revenir dans cette zone, mais pas de le forcer, pas de l'accélérer, mais d'accompagner le retour. Donc, pour les signes, pour reconnaître un peu, avant un meltdown, il y a souvent des signes qu'on peut reconnaître, mais ça va d'enfant en enfant. C'est de reconnaître, c'est d'apprendre à les reconnaître. Mais l'enfant peut devenir plus irritable ou contraire à se retirer ou il devient plus agité. Le stimming peut aussi augmenter, c'est un signal important. Ça veut dire qu'on peut intervenir de façon préventive. C'est là que la co-régulation devient essentielle. Aider l'enfant à se calmer avant d'atteindre le point de rupture. Si on apprend à reconnaître ces signes, on peut intervenir beaucoup plus tôt. Puis souvent, ça peut même éviter complètement le meltdown. Un élément important, c'est que ces signes précoces sont souvent subtils au début. Ils peuvent être faciles à manquer, surtout dans un contexte occupé avec plusieurs enfants. Mais avec le temps, on peut apprendre à reconnaître les patterns propres à chaque enfant. L'observation devient alors un outil essentiel. Les signes précoces sont souvent les premiers indicateurs que le système nerveux commence à se désorganiser. Donc, le stimming, j'ai parlé un peu de stimming, je voulais prendre le temps d'expliquer ce que c'était pour ceux euh, qui ne savent pas nécessairement ce que c'est. Donc, le stimming ou le comportement autostimulatoire est souvent mal compris. En réalité, c'est une stratégie naturelle de régulation. Ça permet à l'enfant de gérer ses émotions, son système de stimulation ou son attention. Le stimming aide à réguler et non à déranger.
Beaucoup d'enfants vont instinctivement utiliser le stimming pour se calmer. C'est une stratégie autonome de régulation. Donc, c'est vraiment important de ne pas arrêter un enfant, à moins que l'enfant se fasse mal à lui-même ou aux autres. Il est très important de ne jamais arrêter une personne de stimer. Oui, merci d'expliquer ça, Marie-Pierre. Il faut encore que je mette un peu mon grain de sel ici. C'est que Oui, c'est moi, j'ai un correct. garçon, j'ai un garçon de 7 ans, puis c'est ça, il a un vécu assez complexe, là. Il a fait plusieurs familles d'accueil, puis ça, fait qu'on a travaillé beaucoup au niveau de l'autorégularisation. Mais le steaming, là, écoute, je savais pas, là. Puis comme lui, il a la manière, puis je savais pas pourquoi il faisait ça. Il se tape les mains ensemble. Puis je sais, quand ils se tapent les mains ensemble, là, je suis comme, OK, là, il y a de quoi. Mais je savais pas que ça existait du steaming, là, juste pour te dire. Là, aujourd'hui, je comprends. Quand il se tape les mains, puis il le fait encore aujourd'hui, j'ai jamais vu ça comme une façon de s'auto-régulariser. Tu sais, parce que ça apporte Mhm. l'attention à tout le monde. Puis, mais je m'en aperçu, quand il se tape les mains comme ça, il est souvent d'un moment où ce qui est bored ou que là, il y a de quoi qui, tu sais, comme il y a de quoi, là, il y a de quoi alentour de lui qui le dérange. Mais je te remercie parce que ce concept-là, je l'avais jamais compris. Puis je suis contente de savoir parce que j'aurais eu tendance à vouloir dire, OK, arrête, là, c'est assez, là, tu sais, comme c'est dérangeant, là. Non, Mais c'est vraiment wow, important de merci. jamais arrêter un enfant de stimer ou un adulte même, parce que le stimming, c'est vraiment une forme de comportement. Hmm. Euh, je vois une question dans le chat, là. Ouais, je peux Oui, t'en lire, oui, sucer c'est son pouce, ça. ça peut être une forme de stimming. Quand moi, j'étais OK, enfant, je suçais mon pouce puis je me flattais le nez comme ça. OK, wow. Puis pour moi, c'était une forme de, je suis safe, puis c'était une forme pour moi de comme de me réguler. Donc, le stimming, tout le monde stime. C'est ça l'affaire que le monde ne comprend pas toujours. C'est que tout le monde stime. Que tu joues avec tes cheveux, que tu cliques sur un crayon, que tu tapes un crayon sur une table, que tu tapes ton pied à terre, c'est du stimming. Tu le fais parce que t'es soit stressé, t'es content ou t'as une émotion, puis c'est une façon pour toi de vivre cette émotion-là. Fait que tout le monde stime. C'est juste que la façon dont les personnes autistes ou les personnes neurodivergentes le font est différente. Tu vois, il y en a qui disent je grince des dents. So, tout le monde stime. Ouais. C'est juste que, c'est comme que je le dis, c'est juste que la manière dont une personne autiste va le faire va paraître différent. Ça va être moins socialement accepté. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui apprennent rapidement que leur stimming est mal vu. Donc, ils vont essayer de le cacher, de le réduire ou de le remplacer. Mais le besoin en arrière du stimming n'a pas été répondu quand ce que tu l'enlèves. Donc, le problème ici, puis ça aussi, c'est une de mes citations préférées, c'est le problème n'est pas le stimming, c'est l'inconfort qu'il crée chez les autres. C'est un changement de perspective qui est vraiment important. Donc, il y a pas, le stimming n'est pas problématique, puis il faut seulement intervenir quand ça cause une détresse importante ou que c'est dangereux. Parce que sinon, c'est une stratégie à soutenir et non à supprimer. Donc, ça devient un outil, encore une fois, c'est un outil d'observation. Puis que le stimming n'est pas un comportement à corriger, c'est une compétence à comprendre. Puis quand on empêche le stimming, on enlève un outil souvent sans en offrir un autre. Hmm. Donc, le stimming a une fonction vraiment importante. Donc, si on empêche le stimming, ça peut augmenter la détresse, puis ça peut même emmener un meltdown ou un shutdown. Donc, quand on enlève un outil, il reste moins de moyens pour gérer la surcharge. Donc, le stimming est un très bon outil pour justement gérer la surcharge. Donc, si on enlève la stratégie, la tension interne ne disparaît pas, elle va juste s'accumuler. Empêcher le stimming peut donner l'impression que la situation s'améliore alors que la surcharge augmente à l'intérieur. Ça crée un déséquilibre si on l'arrête. Donc, pendant un meltdown, l'objectif n'est pas
d'enseigner, mais de soutenir. On reste calme, on réduit les stimuli, on parle peu, on assure la sécurité, celle de l'enfant et des autres, et on lui laisse de l'espace si nécessaire. Durant un shutdown, on respecte le retrait, on réduit les attentes sociales et on accepte le silence. On peut offrir d'autres moyens de communication comme des images ou de l'écrit, mais on laisse le temps au système nerveux de récupérer. Un élément clé à garder en tête, c'est que dans ces moments-là, moins on en fait, mieux c'est. Parce que si Wow. on demande de l'aide supplémentaire, même bien intentionnée, ça peut ajouter à la surcharge. Un autre point important, c'est que le ton de la voix, la posture et la présence de l'adulte ont un impact énorme. Même si on dit rien, l'enfant peut percevoir notre niveau de calme ou de stress. Donc, la régulation de l'adulte devient aussi un outil central. On ne peut pas co-réguler si nous-mêmes on est en surcharge. Donc, à éviter, ces réactions peuvent sembler naturelles, mais elles aggravent la situation. Donc, elles vont augmenter la surcharge et peuvent prolonger ou intensifier la crise. Respecter le retrait aide à la récupération. Un autre élément important de Messi, c'est que ces réactions sont souvent très humaines. Elles viennent d'une réflexion d'adulte de vouloir comprendre, de contrôler, de faire cesser la situation. Donc, l'objectif n'est pas de culpabiliser, mais de mieux comprendre l'impact. Donc, c'est vraiment à éviter de faire la morale, de forcer le regard visuel, de demander des questions, des menaces. Euh, c'est pas parce que l'enfant ne répond pas qu'il ne comprend pas. C'est souvent parce qu'il ne peut pas répondre. D'autres erreurs fréquentes. Donc, cette slide, c'est pas pour vous culpabiliser, c'est vraiment pour nommer des réflexes qui sont courants. C'est des erreurs qui viennent souvent de bonnes intentions, mais qui viennent amplifier la surcharge. Par exemple, ajouter des demandes dans un moment de stress augmente la pression ou empêcher une stratégie comme le steaming, ça l'enlève un outil de régulation. Donc, l'objectif, c'est pas d'être parfait, c'est d'être plus conscient de l'impact que l'on a. Donc, ici, je comprends que cette slide-là peut être un peu plus difficile pour certaines personnes à comprendre ou pas à comprendre, mais à avaler la pilule. Mais je comprends que la réaction des autres peut être difficile à gérer, mais l'important, c'est pas la réaction des autres, c'est de prioriser le bien-être de ton enfant. C'est pas de prioriser l'opinion des autres. Un élément important à reconnaître, c'est que pendant ces situations-là peuvent être très exposantes, même dans un endroit public, et de se sentir les regards, ça peut être extrêmement stressant. Mais vous voyez les autres voient un moment, vous voyez le contexte. Vous voyez ce qui se passe avec votre enfant, avec l'enfant. Puis c'est cette pression sociale-là qui pousse à vouloir intervenir plus rapidement, plus fermement, juste pour que la situation cesse. Mais intervenir pour répondre aux regards des autres plutôt qu'aux besoins de l'enfant, ça peut aller à l'encontre de ce que l'enfant a réellement besoin. Donc, les autres, ils voient pas l'accumulation de la journée. Ils voient pas les efforts que l'enfant a déjà fait. Ils voient pas les stratégies qui sont mises en place. Donc, un point clé ici, c'est de se sentir jugé peut aussi activer le système nerveux de l'adulte. Puis quand l'adulte est activé, ça peut rendre plus difficile d'offrir de la co-régulation. Donc, prendre conscience de ça, c'est aussi de se protéger. Vous n'avez pas à performer une intervention pour les autres. Vous êtes là pour soutenir l'enfant, pas pour une performance. Donc, prioriser le bien-être de l'enfant, c'est aussi envoyer un message très fort, que tes besoins sont importants, même si les autres ne le comprennent pas. Certaines phrases simples peuvent mettre une limite sans entrer dans une explication longue. Juste disant My child is overwhelmed. Mon enfant est surchargé. On ne peut pas contrôler le regard des autres, mais on peut choisir sur quoi on base nos interventions.
Le regard des autres peut être bruyant, mais les besoins de l'enfant sont prioritaires. Puis vous êtes la personne qui connaît le mieux l'enfant, pas les gens qui sont autour. Donc, pour les stratégies, on peut avoir des pauses sensorielles. Les routines aident beaucoup, les visuels, les objets. C'est toujours, moi, je recommande toujours aux parents et aux personnes qui prennent soin des enfants, tout ça, d'avoir des sensory kits. Donc, ça peut être des fidget tools, ça peut être des outils sensoriels, des écouteurs, des casques anti-bruit, ça peut être un livre, ça peut être des jouets, ça peut être des couvertures douces, ça peut être des couvertures pesantes, ça peut être n'importe quoi qui va chercher à euh, supporter l'enfant. Donc, si vous retenez une chose aujourd'hui, j'aimerais que ça soit celle-ci, c'est que les shutdowns et les meltdowns sont des réponses au système nerveux, ce ne sont pas des choix, ce ne sont pas des comportements volontaires. Parce que si on pense que l'enfant choisit, on va intervenir avec des stratégies comme la discipline et les conséquences, comme j'ai déjà mentionné. Donc, on ne cherche pas à éliminer les meltdowns et les shutdowns, on cherche à réduire la surcharge et à mieux accompagner dans ces moments. Parce que dans certaines situations, malgré toutes les stratégies, il peut quand même y avoir des meltdowns. Puis ça ne veut pas dire qu'on a échoué. Ça veut juste dire que ce travail demande du temps, que ce n'est pas un changement instantané, puis que chaque petit ajustement dans la compréhension et l'intervention peut faire une grande différence. Donc, en conclusion, j'aimerais vous laisser avec quelques idées importantes. Ce que l'on a vu aujourd'hui, c'est que derrière les comportements qui peuvent sembler difficiles, dérangeants ou incompréhensibles, c'est qu'il y a toujours quelque chose de cohérent du point de vue du système nerveux. Donc, notre rôle comme adulte va changer. On ne cherche plus à faire cesser un comportement, on cherche à comprendre ce qui se passe et à soutenir l'enfant à travers de cela. Ça demande un ajustement, pas nécessairement plus d'efforts, mais un regard différent. Donc, une fois qu'on répond avec compréhension plutôt qu'avec jugement, on contribue à quelque chose de plus grand que le moment présent. On Mhm. contribue à la sécurité de l'enfant, à sa capacité de se réguler et à la façon dont il va se voir lui-même. On peut pas tout enlever les sources de surcharge, mais on peut devenir une présence qui les aide à les traverser. Ce n'est pas l'enfant qui doit changer en premier, c'est notre façon de le comprendre. Et en dernier, mes réseaux sociaux et mon blog Socially Spicy. J'aimerais mentionner mon blog Socially Spicy parce que c'est un endroit où plusieurs personnes se posent des questions sur l'autisme ou que ça soit sur l'autisme au féminin ou l'autisme et la culture autochtone, l'autisme et le deuil, tout ce qui est relié à l'autisme, j'en ai probablement parlé. Donc, c'est vraiment un bon point de départ pour ceux qui veulent en apprendre sur l'autisme ou sur comment moi, ou même comment moi j'ai grandi en étant une personne autiste dans un monde qui n'était pas fait pour moi. Et en dernier, j'ai mes services de thérapie où je travaille avec des personnes neurodivergentes de 15 ans et plus. J'adopte une approche neuroaffirmative où les gens sont le bienvenu de s'ils veulent faire leur thérapie en pyjama, ça me dérange pas. S'ils veulent Ah, stimer, s'ils veulent être dans le noir, s'ils veulent communiquer avec le chat au lieu de communiquer verbalement, c'est vraiment un safe space pour n'importe qui. Puis j'essaie de créer un espace où les gens se sentent bien, où les gens peuvent euh, thriver, si ça fait de sens. oui, ça fait beaucoup de Donc, sens. merci beaucoup. Merci, merci à toi, Marie-Pierre. C'était vraiment une formation, c'était un webinaire exceptionnel.